Bonjour Clémence, Bonjour Letra. prête pour l'enquête numéro 105? Ah oui, Comme toujours, on a une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est libre. Donc aujourd'hui, on a un sujet qui va être, qui sera intéressant pour beaucoup de personnes. Oui. ok. Et dont tu ne connais pas les sujets. Et quand tu veux, on y va. C'est parti. Bien, parfait. Voilà. Prends déjà le temps de moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi. Et à chaque respiration, tu te détends. T'inspires et tu relâches après toutes les tensions. Cinq. Tu te sens de plus en plus détendu. 4. Bien. Continue de te détendre. 2. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et je vais commencer avec la première question du protocole. 1, 2, et 3. Comment tu te sens, Clémence? Bien. Bien. Connecte-toi aux informations dans l'ici et maintenant relatives au 11 septembre 2001. Que perçois-tu? J'ai des flashs qui me viennent des explosions, de l'attentat, de soldats, de villes assiégées au Moyen-Orient. Tu veux dire quelque autre chose? Non, pour l'instant, j'ai rien d'autre qui me vient. Bien. Qui est le responsable de ce qui s'est produit le 11 septembre 2001 aux tours jumelles du World Trade Center et quels sont leurs rôles respectifs?
J'ai le nom Ben Laden qui me vient. Oui. Et c'est comme si j'avais beaucoup d'interférences. Comme si la radio et les données que j'essaie de capter sont brouillées. J'arrive pas à tout filtrer. Comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? Je me sens bien étrangement. Ça m'impacte pas physiquement. C'est bien, c'est bien. On reste détaché, on observe seulement. On ne va pas agir. Et depuis là, oui, dis-moi. Oh, pardon. Il n'y a pas de souci. C'est l'état d'hypnose qui fait ça. C'est un très bon signe. Essaye de capter les informations dans l'éther. Voir s'il y a quelqu'un d'autre ou si c'est juste Bin Laden. Il y a le mot ficelle qui me vient. Ficelle. Oui. Ouais. Et je vois la Terre d'un point de vue énergétique et je vois juste une grande toile, une ficelle qui relie des pays entre eux. Et il y a des données qui transitent parmi ces liens. Et la sensation que j'ai, c'est que je peux pas capter des données précises sur cet événement. C'est comme s'il y avait de la fumée pour que justement on n'y voit rien. Oui. C'est le premier nom qui m'est venu, c'est Ben Laden parce que oui, c'est inscrit dans la pensée collective. Oui. J'arrive pas à voir plus loin. Ah, ça va très bien. Après, on ira voir si jamais c'est nécessaire. Je compte des 1 à 3. Et à mon 3, tu cherches la cause ésotérique, un rapport à ce qui s'est produit dans la journée du 11 septembre 2001. 1, 2, 3. La cause ésotérique. Je vois comme une faille qui s'ouvre dans, dans l'univers en fait, et il y a plein d'insectes noirs qui en sortent par milliers, par milliers. Et je pense que c'est une sorte de métaphore par rapport à ce qui s'est passé le même jour dans le plan physique. Donc ça, il y a eu un basculement, il y a eu une brèche qui s'est ouverte dans les énergies. Et il y a des énergies qui ont transité d'une dimension à une autre. Oui. Et qui se sont répandues partout. Très bien. J'essaye de chercher autre chose. C'est bien. S'il y a quelque autre chose, volontiers. Autrement, on verra après. Ne t'inquiète pas. Je suis bloquée, j'arrive pas à voir plus. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Toujours à mon 3, régresse au moment dans le moment dans lequel tu perçois ou visualises être le plus important, donc le plus important à tes yeux par rapport à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. 1, 2, 3. Je suis dans le cockpit d'un avion. D'accord. Et je crois que je fais partie des talibans. Toi, Ouais, ça je c'est me vois son point de parmi les vue. talibans. Ouais. D'accord. Reste observatrice. Observatrice, raconte-moi. C'est intéressant. Et
Alors, je sais plus, faut que tu m'aides là-dessus. Le 11 septembre, il y a eu aussi un, un attentat au Pentagone, non? Oui, Le oui, même jour. exactement. Celui-là, il n'était pas prévu, il n'était pas organisé par avance. C'est, pour moi, c'était pas prévu et les Américains s'y attendaient pas. Oui, L'attentat au Pentagone, mais ça sous-entend que l'attentat aux tours jumelles était prévu et, et attendu par les Américains. Mais c'est intéressant. Oui. Tu veux te rajouter quelque chose j'arrive pas à filtrer l'information. C'est comme si j'avais un mur de plexiglas. devant toi? Ouais, Oui. Ne t'inquiète pas, si jamais après on ira voir pendant la partie livre, mais c'est déjà très très bien la réponse que tu viens de me donner. C'est intéressant. Euh, alors, qu'est-il arrivé aux tours jumelles, même si on le sait, mais ce que tu vois? il y a, il y a un avion, du coup, qui percute la tour. Oui, Et j'ai le mot diversion qui me vient à l'esprit. Il y a un oui, second avion qui percute. oui, Je, c'était, c'est comme faire un énorme, beaucoup de bruit pour dissimuler un truc. Ouais, c'est la pratique d'une, comment dire, la logique d'une diversion. Enfin, c'est comme ça que je le ressens que on a détourné les regards sur un énorme événement pour dissimuler autre chose à côté. intéressant. Oui. Quelle est la raison pour laquelle les bâtiments tombent librement sans perdre leur forme? Alors, je vois la structure des bâtiments, je vois comme leur squelette interne Oui, qui a été très stable, très, très bien construite, très solide. donc ça, c'est la raison pour laquelle ils sont tombés avec cette pratiquement entier jusqu'à quand ils ont touché le sol. Non, enfin, je sais pas. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose. D'accord. Je vois comme. J'arrive pas à voir plus. Je sais pas s'il y a des explosions en plus. Je sais pas s'il y a un sabotage. J'en sais rien. Je sais pas si au même moment il y avait un séisme et ça. J'en sais rien. Ah, C'est d'accord. l'info est pas claire. Après, on ira voir. Et maintenant, connecte-toi à la structure des tours jumelles et précisément aux poutres d'acier qui soutenaient les bâtiments. Et accélère le temps jusqu'à ce que l'affaissement des tours se produise. Et à mon 3, tu me dis ce que tu perçois ou tu visualises. 1, 2, 3.
Je vois des poutres métalliques qui se plient, qui se détachent, qui se plient. Mais elles sont pas usées, je les vois pas en mauvais état ou usées. Je vois juste le matériau qui se plie, qui déforme la structure, qui crée des déséquilibres un peu partout dans les deux bâtiments. Oui. Je vois juste l'image d'une énorme poutre métallique qui se plie d'elle-même, sans intervention. Oui. En moins de 3 secondes, Tower 7 WTC7 au Salomon Building, le siège de la banque d'affaires homonyme, de 47 étages, s'effondre. Quelle est la cause de l'effondrement de la 3e tour? Salomon Building. J'ai le mot explosion qui me vient. Oui. Je vois dans des espaces, des bureaux, je vois de la fumée, les alarmes incendie qui se déclenchent et plus rien. Il y a tout qui s'effondre. Mais il y a des bruits d'explosion. Oui. Comment te sens-tu visé dans tout ça? Je me sens bien, je me sens étrangement bien par rapport au sujet, mais je sens que j'arrive pas à pénétrer les données, j'arrive pas à naviguer comme je voudrais parmi tout ça. Comme si c'était bloqué. Après, on ira voir la cause de ce blocage. Voilà. On va terminer les questions du protocole fixe. L'important, c'est que tu restes neutre, observatrice, sans absorber les énergies de cet événement. Ça va. Pourquoi le journaliste de la BBC a-t-il annoncé l'effondrement environ 20 minutes plus tôt, alors que le gratte-ciel était encore debout? On parle de Salomon Building, celui qu'on vient d'observer. Une erreur de timing. Alors pour moi, c'est une erreur de timing. Genre, pour moi, le journaliste, il est juste ignorant. C'est un ignorant, on lui a donné l'info. Il n'a pas été vérifier l'info et c'était une erreur de timing, en fait. Je vois. Quelle est la cause de ce qui se passe toujours le même jour, le 11 septembre 2001, au Pentagone? Alors, ce que je capte, c'est que il y avait une question de vengeance, en fait, de vouloir détruire le Pentagone, qui représente le siège du contrôle et de la sécurité de ce pays et d'autres pays. C'était une atteinte à ce symbole volontaire. Mais il y a ce côté où j'ai l'impression que le gouvernement était au courant de ce qui allait se produire, mais pas pour le Pentagone. Oui. Je sais, j'arrive pas à l'expliquer mieux que ça, que des gens savaient ce qui allait se passer et volontairement ils n'ont rien fait parce que c'était nécessaire. Et je vois pas à quoi c'était nécessaire. Et surtout, c'était comme s'il y avait un contrat qui avait été passé.
dans Intéressant. un déroulement d'événements, mais que le Pentagone, ce qui s'est passé au Pentagone, c'était pas prévu que ça se passe dans ce contrat. Et je suis toujours envoyée au Pentagone, en fait. Oui. Je- je- Après, on ira voir. C'est très intéressant. Alors, par rapport au vol United 93, pourquoi des restes de l'avion ont-ils été retrouvés à 14 kilomètres de l'impact? C'est une info sûre. Pas que je sache, je ne peux pas te le dire quelque chose de sûr. J'ai rien qui me vient. Intéressant. C'est- J'ai rien qui peut être que peut te dire pour te dire que c'est une info sûre. Très bien, alors on passe à la question suivante. Connecte-toi avec l'accès au centre de commandement de le US Air Force pendant que les avions s'écartent de leur trajectoire pendant environ 40 minutes. Je vois une salle de contrôle aérien. Oui. Je vois les écrans et les radars. Personne ne s'affole. Comme si c'était prévu. Non, comme si c'était juste un petit défaut de trajectoire et puis qui va être corrigé. Oui, d'accord. C'est dans les dernières minutes que il y a de la compréhension et ils savent qu'il va se passer quelque chose. Intéressant. Et j'ai l'impression que du coup, enfin, les officiers présents sur place demandent des directives et que personne ne leur en fournit. Leur supérieur n'est pas présent ou alors ne dit rien. Je vois pas le supérieur. Je vois les officiers, je vois leur silhouette, je vois leur grade, je ressens leur poste, mais je vois pas de leur hiérarchie qui devrait leur dire quoi faire dans une situation d'urgence comme celle-ci. Et du coup, ils établissent leur protocole, hein, comme ils sont formés pour ça, mais ils sont face à une situation qui les dépasse et ils ne reçoivent aucune directive. Oui, je vois. Et ouais, par la suite, on leur expliquera que la hiérarchie était déjà occupée par cette situation et c'était inévitable, ils n'auraient rien pu faire. D'accord. C'est très clair. On arrive à la dernière question du protocole. Les responsables gouvernementaux du NORAD, commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, et de la FAA, Fédérale Aviation Administration, responsables de la défense du pays, ont reçu des promotions à la suite des événements du 11 septembre. Qu'en perçois-tu? Si tu veux, je répète la question. Non, c'est bon. Tu sais quelle sorte de promotion c'était? Non, j'ai pas d'infos dans le protocole. J'ai que ça. Une promotion. De ce que je capte, c'est des promotions un petit peu comme nous, la Légion d'honneur, où on sert la patrie et on protège le pays. Oui. Mais il y a une autre promotion
sous-jacente, une promotion de type financière et hiérarchique. D'accord. C'est pas juste l'histoire d'une médaille qu'on reçoit sur sa veste comme décoration. Aussi, d'un côté financier, donc Mm. D'accord. Si tu vois d'autres choses à ces sujets, je t'écoute. J'ai l'impression de voir une vue aérienne d'un désert, style Texas ou Nevada. Je sais pas pourquoi je suis Oui. là. Et c'est le paysage qui me vient quand tu as posé ta question. D'accord. C'est une promotion avec peut-être des tâches aussi, des consignes pour des choses encore plus délicates à accomplir. Je suis bloquée, je ressens rien. Intéressant. Et là, je sens que j'ai beaucoup d'énergie autour de moi et j'ai la peau très froide. C'est des énergies très, très lourdes. Alors, déconnecte d'abord de toutes ces images. Déconnecte un moment. Déconnecter complètement. Prends le temps de respirer. Et à chaque inspiration, tu te sens avec une sensation de confort. Et la chaleur revient dans ton corps. Il n'y a que toi et tes énergies à toi. Et tu te sens bien. À merveille. Module tes fréquences. Augmente les fréquences. Au maximum. Au maximum. Et à partir de ces moments, tu pourras capter les informations dans l'éther sans besoin de t'imprégner de toutes ces fréquences lourdes. Mm. Et tu auras accès à toutes les informations. Toutes. J'ai des flashs qui me viennent d'entités autour de moi, mais elles peuvent pas m'approcher. Très bien. Elles me surveillent. Très bien. Le sujet, c'est un sujet très délicat. C'est normal qu'on ait des visiteurs qui viennent fouiner ce qu'on fait. Ils doivent partir. On observe seulement. Oh, qu'est-ce qu'ils sont moches. Tu peux aussi ne plus le voir. Et à mon 3, tu ne les verras plus. 1, 2, 3. Très bien. Très bien. Comme ça, on peut faire notre enquête. On ne va pas les déranger de toute façon. Tout à l'heure, on a observé à plusieurs reprises le pentagone. Comme si tu me disais que tout le reste était quelque part prévu. Tout le monde s'y attendait, au moins les autres hiérarchies. Mais le pentagone, pour ce qui est le pentagone, c'était une surprise. Et à niveau ésotérique, qu'est-ce qui a été la cause de l'attentat au Pentagone? S'il y en a une, ésotérique, bien sûr. Un basculement de pouvoir, un basculement de la hiérarchie contrôlée à cet endroit-là. Mais une hiérarchie qui contrôle pas seulement ce pays, mais d'autres pays aussi. Et il y avait cette envie de basculer les fréquences en portant atteinte au symbole. Ceux qui ont mis en place ça, en tout cas l'attentat au Pentagone, sont les mêmes qui ont organisé les autres attentats. J'ai l'impression qu'ils étaient au-dessus de Ben Laden. Je vois Ben Laden au rang d'un pion. Oui. Et en ce qui concerne le Pentagone, je vois des gens plus haut placés.
mais qui reste dans l'ombre et j'arrive pas à en savoir plus. Tout en restant à distance, capte l'ADN éthérique de ces gens. Éthérique. J'ai le mot noir qui vient. Sont-ils toujours en vie dans le ici et maintenant? Ouais. Sont-ils en train de s'occuper d'autres affaires ou ils ont trouvé une stabilité différente à partir de là? Ils transitent dans différents pays. Ils sont haut placés, C'est comme des espions qui peuvent changer d'identité et se fondre dans la masse. C'est cette image que j'ai. Oui. Observe-les dans l'éther, juste les énergies, pas dans le monde physique. J'aimerais comprendre s'il s'agit des êtres humains ou s'il s'agit d'êtres qui les pas manipulent, mais qui lui font faire le travail. Ouais. Plus j'essaie de m'y connecter, plus j'ai le corps qui se refroidit. Là, je suis frigorifiée. Respire. C'est très froid, c'est une fréquence très très froide. Oui. Si tu pouvais la traduire en une émotion. Aucune émotion. Je vois tout à fait. Déconnecte de cette image. Déconnecte complètement. Et ton corps se détend et tu retrouves la chaleur dans tout ton corps. Dans tes énergies à toi. Complètement déconnecté de ces images. Prends de la perspective. Comment ça va? Ça va mieux. Ça va mieux? Très bien. On arrive bientôt au bout. Et pour en changeant de discours, ce qui concerne les poutres métalliques des bâtiments, tu as vu qu'ils se sont pliés, certains même sans l'explosion. Est-ce que tu peux me dire quelque chose de plus au niveau ésotérique et physique, toutes les informations que tu as? J'ai très froid aussi quand je vois la poutre. Aussi. C'est... Je sais pas, je vois juste des poutres qui sont déformées toutes seules, sans l'intervention matérielle ou humaine. Et je suis comme dans un entrepôt sombre qui correspondrait peut-être au sous-sol des bâtiments, avec ces poutres, du coup, toutes ces structures sous terre. Et il fait froid et je vois juste les poutres qui se plient et je peux pas savoir si c'est quelque chose de métaphorique ou si c'est une intervention de type irrationnel et inexplicable. Ou j'entends le bruit aussi du métal qui se plie. Oui. Et il n'y a personne et c'est sombre et la lumière ne passe pas. Il y a pas de lumière. Y a-t-il quelque chose de robotique autour? Non, mais c'est comme si je voyais des boulons, des énormes boulons qui vissent les poutres entre elles, qui se dévissent tout seuls. Ensuite, elles bougent et se plient. Et... C'est comme une création dans l'éther ou une conséquence physique de ce qui vient de se produire? Je sais pas, je pourrais pas dire. J'ai l'impression que pour moi, c'est dans le physique. J'ai l'impression que pour moi, je suis dans le monde physique, dans la Terre. Et
que ça s'est passé donc d'un point de vue matériel, physique. Et pourtant, je comprends pas, je vois rien. Il y a personne, je sens rien à part que c'est sombre et que c'est froid. Oui, les énergies. Quelle est la fréquence qui correspond à cette froideur maintenant? Toujours comme à tout à l'heure, on Moins s'échange. 5000. Augmente tes fréquences. Tu peux les augmenter même à plus 10 000. Comme ça, tu ne seras pas impacté par tout ça. Respire tranquillement. Et déconnecte de ces images, de l'image du poutre. Et, quand tu observais à tout à l'heure, tu me disais que c'était une diversion pour la chute, le fondement du tour. Et une diversion de quoi? Une diversion de la destruction de quelque chose dans le territoire, dans le pays. Peut-être quelque chose de symbolique ou quelque chose de matériel qui provoquerait un basculement socio-économique. Je pourrais pas en savoir plus, mais... Vois-tu un événement en particulier qui a été caché? J'ai la notion d'argent et j'ai la notion d'informatique qui me vient. Et... Cela a peut-être un lien avec le fondement de Solomon Building, donc le siège de la banque d'affaires homonyme de la banque Solomon Building. A-t-il un lien avec ça? C'est possible. Oui. C'est possible. Il y a un rapport à l'argent et il y a un rapport à l'informatique. Donc le fondement de ces bâtiments, de cet endroit a peut-être causé la disparition d'informations qui pouvaient être importantes. Est-ce que tu as froid? T'as encore froid? Encore un peu, ouais, mais ça va. On monte encore les fréquences. Respire. Tu me dis comment tu te sens. Tu as vu tout à l'heure. Ça va? J'ai cette impression que je suis encore envoyée dans cette pièce avec les poutres, dans la pénombre qui se détache et qui se plie d'elle-même. C'est comme s'il y avait... Quelque chose d'important à voir? C'est comme s'il y avait une énorme conscience sans émotion, invisible, qui est capable d'être dans plusieurs endroits et faire plusieurs tâches à la fois. Je sais pas, c'est comme si c'était une conscience énorme comme un nuage. Capte la fréquence de cette fréquence. Et l'ADN, pardon, de cette fréquence. J'ai jamais vu ça et j'ai jamais ressenti ça. C'est omniprésent, c'est omniscient et... Pouvons-nous le relier à la conscience collective? Elle se nourrit de la conscience collective? Ouais. C'est une sorte de co-création avec le fait que les attentats ont pu être observés en direct par toute la planète. A-t-il fait en sorte que le dégât soit majeur?
fallait que ça impacte tout le monde sur des générations. C'est comme si c'était une pieuvre géante avec des milliers de bras. Je vois. Et ça annihile les gens, mais je sens pas d'émotion. Je sens absolument rien. C'est normal, ces genres d'êtres n'ont pas d'émotion. C'est qu'ils sont dans la haute hiérarchie. Mais je sens que ça vient de loin. Je sens que c'est un... Encore les reptiliens, on peut capter leur intention, on peut capter ce qu'ils veulent, leur schéma, leur schéma d'action. Mais ce truc, je sais pas si je suis même pas sûre que ce soit un égrégore. C'est normal, les êtres avec, comme une pieuvre, les octopus ont cette faculté. C'est normal. Déconnecte de cette image. Déconnecte. Complètement. Complètement déconnecté. Respire. Bien. Dernière question. À partir de ce jour-là, que s'est-il passé des différents sur la planète pour ce qui concerne les énergies? Tu parlais d'une faille qui s'était ouverte, comme une métaphore. Regarde de loin, prends de la perspective, ne te baigne pas dans toutes ces énergies. En fait, je vois dans les terres, je vois du coup l'impact, donc l'impact des tours jumelles, du coup, donc à New York. Et je vois comme une onde de choc qui part de New York et qui se répartit partout sur la Terre. Et c'est une onde de choc de type énergétique, des émotions qui se propagent encore et encore. Et c'est des ondes, des vagues qui s'expandent sur Terre et qui viennent balayer les fréquences qui étaient présentes avant leur passage. Comme des tsunamis, mais ça serait plus un tsunami d'un point de vue énergétique et émotionnel. C'est là après toute la planète. Oui. D'accord. Il y a encore des conséquences à l'heure actuelle, aujourd'hui, en 2021, où tout a changé énergétiquement à partir de là. Disons que je vois ça comme si ces vagues étaient là pour balayer un terrain énergétique et en créer un de nouveau, un terrain énergétique fertile aux émotions qui sont apparues après cet événement. Oui, la peur, le sentiment d'insécurité. C'est comme quand tu veux faire une exploitation agricole, tu utilises des vagues et des vagues de pesticides pour tuer tous les insectes présents sur ta terre pour que le terrain soit vraiment fertile et pour ce qui pousse après soit vide de goût, soit vide de nutriments et soit juste matériellement présent mais vide de qualité, vide de... Je sais pas. Ah, c'est très intéressant aussi la métaphore hein, en tant que nourriture. Ouais, Pour, métaphore de jardinage. oui, ah, c'est intéressant parce que quelque part on est là, on est la nourriture d'autres êtres donc qui sont là, donc c'est très pertinent. Oui. Oui. Si tu veux, on peut revenir. Si tu n'as pas quelque chose d'important à me communiquer, que tu vois là. Je vois rien de plus. Je suis vraiment bloquée à ce niveau-là. Tu as eu beaucoup d'informations, ne t'inquiète pas. Je me suis sentie bloquée quand même. C'est très bien. Bien. Alors, on revient. Déconnecte de tout et de tous. Complètement.
complètement déconnecté. Tu commences par respirer calmement, à récupérer tes énergies à toi. Tu réintègres parfaitement ton corps. Et avec le 1, tu continues de te régénérer. Tu récupères les énergies que tu as utilisées pour faire ce voyage. Et tu te sens très bien. Pas seulement tu récupères les énergies, tu choisis une fréquence que tu préfères pour la faire répandre dans tout ton corps et te sentir de mieux en mieux. Avec les deux, même ton corps commence à régénérer. À chaque inspiration, à chaque battement de cœur, tu te sens à merveille, remplie d'énergie et heureuse d'intégrer ton corps complètement. Et maintenant, tu peux commencer aussi à bouger tes mains, tes pieds, reprendre l'usage de ton corps. Et avec le 3, quand tu pourras ouvrir les yeux. Bienvenue. Salut. Ça va? Ouais. Pas trop froid. C'était une ambiance assez lourde. C'est l'écaille au World Trade Center, dis donc. Bien. Merci pour cette enquête. Donc, coupe De rien. l'enregistrement. Et à la prochaine. Salut, merci. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.